Aujourd'hui, on va casser du fake. Ou pas. La muraille de Chine est visible depuis l'espace. Le système solaire a 9 planètes. Un ovni s'est écrasé à Roswell. Ou encore, la super lune bleue est un phénomène rare. On a tous déjà écouté une histoire comme ça. Et peut-être même que certaines croient à une de ces histoires. Libre à vous. C'est des idiots, oui. Tu vas pas commencer à manquer de respect s'il te plaît. Déjà que la dernière fois c'était limite, ce coup-ci tu vas rester à ta place. Merci. Excusez-le, parfois il manque de tact. Pourtant le mec il croit aux extraterrestres parmi nous. D'ailleurs ça aussi on va en parler. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de croyances liées à l'espace. Et on va essayer de voir ensemble si c'est du fake ou non. Avant de commencer, un petit moment sponsor. C'est ce qui fait vivre ma chaîne et en plus de ça, je n'ai pas honte de parler de mon sponsor car c'est une fois de plus Ciel et Espace. Alors Ciel et Espace, c'est un magazine bimestriel édité par l'Association française d'astronomie. Alors c'est un magazine de très grande qualité et accessible pour tout le monde. Pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour tout comprendre. N'est-ce pas Bernard ? Hein ? C'est ce que je disais. Même lui pige tout ce qu'il y a dans le magazine. D'ailleurs, Ciel et Espace fait partie de ma liste où je trouve les infos fiables pour l'écriture de mes scripts de vidéos. Donc si vous voulez vous aussi recevoir chez vous un magazine de qualité, spécialisé dans l'astronomie, eh bien je vous invite à visiter leur site. Et si jamais vous êtes convaincu, eh bien j'ai 2 codes promo pour vous. Le premier code promo marche pour la formule papier. Le magazine papier livré chez vous tous les 2 mois, et avec le code promo GEEK20, vous allez économiser 20%. Et le deuxième code promo fonctionne pour la formule Premium. Alors ce coup-ci, vous avez les magazines livrés chez vous comme la formule papier, mais en plus de ça, vous avez accès à des podcasts et aux articles qui sont normalement payants. Et en plus, vous avez l'intégralité des anciens numéros en format numérique. Ça, c'est classe. Et le code promo, ce coup-ci, c'est GEEK30 pour avoir le droit à moins 30%. Donc à vous de jouer et merci Ciel Espace pour cette collab. La muraille de Chine est visible depuis l'espace. En 1754, l'antiquaire anglais William Stukeley se fascine pour la Grande Muraille de Chine. Il émet alors l'hypothèse que la muraille de Chine est visible depuis l'espace, sans pour autant le prouver directement. Ce mythe traversa les siècles, jusqu'à l'arrivée de nos sondes et surtout depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. Armstrong lui-même depuis la Lune affirma de ne pas distinguer la Grande Muraille. En même temps, essayer d'observer un mur épais que de 7 mètres de large, à une distance de plus de 380 000 km, c'est compliqué. Et oui, ce n'est pas parce que le mur mesure plus de 6000 km de long qu'il peut être visible de loin. C'est un peu comme essayer d'observer un cheveu à plusieurs mètres de distance. D'ailleurs, la Grande Muraille de Chine n'est pas non plus visible depuis l'ISS. Pourtant, cette dernière se situe à seulement 400 km d'altitude. Même Thomas Pesquet a tenté l'expérience. Mais lui non plus, il n'a rien vu à l'œil nu. Par contre, il a réussi à prendre cette photo où on peut à peine distinguer la muraille. Donc, pour résumer, avec un appareil photo, il est possible de voir la muraille de Chine depuis l'ISS, mais pas à l'œil nu, donc c'est bien du fake. Il y a une 9e planète dans le système solaire. Le système solaire comporte 8 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et Pluton ? Chut, bah quoi, le système solaire ? Hop, attends. T'as vu ? C'est mieux quand tu fermes ta... Continue. Après la découverte d'Uranus en 1781, par le calcul, on prédit l'existence d'une 8e planète, car l'orbite d'Uranus est perturbée par quelque chose. Et c'est l'astronome français Urbain Le Verrier qui confirma cette prédiction en découvrant Neptune en 1846. C'est quand même incroyable de se dire que par le calcul, le mec a détecté une planète. Balèze. Et surtout, ça a donné des idées à pas mal de monde à l'époque, dont à l'américain Percival Lowell, un riche homme d'affaires et astronome amateur. Lowell s'est intéressé à l'astronomie suite à sa rencontre avec l'astronome William Pickering et après avoir lu le livre La planète Mars de Camille Flammarion. Suite à ça, Lowell a construit un observatoire pour pouvoir observer Mars afin d'observer les fameux canaux de Mars, qui se révéla bien plus tard être une illusion d'optique. Mais pour Lowell, c'est bien des canaux d'irrigation construits par une civilisation martienne. Mais ses travaux sur ces canaux rencontrera que peu de succès auprès de ses confrères astronomes. Bon, en même temps, des canaux martiens construits par des extraterrestres... Il décida donc parallèlement de rechercher l'existence d'une 9e planète. Surtout qu'en 1909, on écarta pour de bon la théorie des canaux martiens. Et pensez à vous abonner, hein. Mais pourquoi tu sors ça maintenant, toi ? Bah c'est toi qui as dit qu'il te fallait leur rappeler de s'abonner. Ben oui, mais pas au plein milieu d'une phrase, quoi. Bah au moins ils vont le faire. Ouais, ou se barrer, hein. Bon, maintenant qu'on en est là, et si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à vous abonner. Ah bah tu vois,
Donc je disais que l'OL commença à détecter cette nouvelle planète, et malgré 2 campagnes de détection, pas de planète X. C'est bien plus tard qu'en 1930, un jeune astronome Klein Tombaugh détecta une planète au-delà de l'orbite de Neptune. Serait cette fameuse planète prédite par l'OL? Eh bien non, Pluton n'est pas assez massif pour pouvoir modifier la trajectoire de Neptune. C'est alors que les recherches reprirent, mais depuis, on n'a rien trouvé d'aussi gros, car on a bien détecté d'autres astéroïdes et planètes naines, mais rien de suffisamment massive pour pouvoir influencer Neptune. Et donc, où est passée cette planète? Eh bien, après plusieurs analyses et surtout la visite d'une sonde, Neptune se révèle être bien moins massive que prévu. Et donc, sa perturbation est sûrement causée par Uranus, tout simplement. Donc pas de 9e planète. Mais il se trouve que certains objets transneptuniens, c'est-à-dire les objets qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune, ont une trajectoire plutôt étrange. Et encore aujourd'hui, on a du mal à l'expliquer. Donc peut-être que la planète X existe peut-être bel et bien, même si la majorité des scientifiques favorisent une autre explication. La superlune bleue est un phénomène très rare. Plusieurs fois par an, on écoute parler de superlune, de lune bleue ou même de lune rose. Mais au final, c'est quoi et est-ce que c'est un phénomène rare? Alors on va commencer par la lune bleue. Pourquoi d'abord ça? Parce que déjà, je fais ce que je veux, et puis le bleu c'est ma couleur préférée, et accessoirement c'est aussi la cuisson de ma viande. Alors la lune bleue n'a rien de bleu, il ne faut pas s'attendre à avoir une lune avec cette couleur dans le ciel. L'explication est simple, la durée entre 2 pleines lunes consécutives est de 29 jours et demi. Et donc par an, il peut y avoir 13 pleines lunes, et c'est la 13e pleine lune qui est appelée comme ça. Ou encore la 2e pleine lune, car dans le même mois, il peut y avoir par exemple une pleine lune le 1er avril, et la 2e aura lieu le 30 avril. Ou comme par exemple au mois de février. Mais d'où vient ce terme bleu? Eh bien d'une expression anglaise, one in a blue moon, qu'on pourrait comparer à l'expression française tous les 36 du mois. Vous aurez également remarqué mon aisance avec l'accent anglais. Donc voilà, la lune bleue qu'on nous vend dans les articles de presse, c'est du bon harponnage, car au final, c'est juste une pleine lune. Mais parfois la lune peut être bien rose. Alors non, c'est exactement la même chose, c'est juste que la première pleine lune du printemps est surnommée pleine lune rose. Mais il n'y a rien de scientifique là-dedans, il s'agit d'un emprunt à une tradition culturelle nord-américaine. Et pourtant elle est bien rougeâtre des fois. Alors là, il ne faut pas confondre 2 choses. D'un côté, il y a les lunes roses, bleues ou autres couleurs, et d'un autre côté, il y a la lune cuivrée. Car ce coup-ci, elle existe vraiment, et en plus de ça, elle est vraiment cuivrée. On peut retrouver une lune cuivrée dans 2 cas différents, mais qui au final n'est pas très différent. La première, c'est quand il y a une éclipse de lune, c'est-à-dire quand la Terre passe entre la Lune et le Soleil. La Lune se retrouve donc dans l'ombre de la Terre, mais de la lumière du Soleil lui parvient quand même. Mais cette dernière est filtrée en passant au travers de l'atmosphère terrestre. C'est ce qui lui donne cette couleur rougeâtre. Et le deuxième phénomène, c'est quand la Lune est bas dans l'horizon de la Terre. C'est un peu la même chose au final, mais ce coup-ci, elle n'est pas totalement dans son ombre. Mais la lumière du soleil est quand même filtrée par la Terre. Voilà, la lune cuivrée a donc une vraie explication scientifique, contrairement aux lunes bleues, sang, jaune ou même transparentes s'il faut. Et ensuite, c'est quoi une superlune? C'est une lune avec une cape. Déjà pour comprendre, il faut que je vous explique la différence entre l'apogée et le périgée de la Lune. La Lune tourne autour de la Terre, mais sa trajectoire autour de la Terre ne forme pas un rond parfait. Il arrive parfois que la Lune se rapproche davantage de la Terre. On appelle ça le périgée. La Lune est alors au minimum à 356 355 km de la Terre. Et à l'inverse, quand la Lune est au plus loin, c'est l'apogée à 406 725 km de la Terre. Alors maintenant que vous connaissez la différence, on va parler de cette fameuse superlune. Il faut aussi savoir que le terme de super vient de l'astrologue américain Richard Noll. Alors là, je sais pas pourquoi, mais ça pue. Alors selon lui, les superlunes sont les pleines lunes qui se produisent quand notre satellite se trouve entre 90 et 100% de sa distance minimale avec la Terre, soit son périgée. C'est bien, tu suis. Et quand cette pleine lune se produit au périgée, eh bien dans le ciel, elle apparaît 14% plus grosse que d'habitude. Alors comme ça paraît classe, mais sans repère visuel, vous ne voyez aucune différence à l'œil nu. Et il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on voit plus de détails au télescope, car au final, la lune est beaucoup trop lumineuse à ce moment-là. Pourtant, beaucoup d'articles jouent la carte du sensationnel en annonçant une énorme lune et un magnifique spectacle. Mais une fois de plus, rien de dingue, surtout que ça arrive plusieurs fois par an. Donc la lune n'est ni bleue, ni rose, ni super. Une secoupe volante s'est écrasée près de Roswell.
Le 4 juillet 1947, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, un objet volant non identifié s'écrase près d'une ferme. Peu de temps après, des militaires interviennent sur le lieu du crash, affirmant ignorer de quoi il s'agit. Rien de mieux pour s'imaginer des histoires d'extraterrestres. On dirait le début d'un film, là. Rapidement, l'histoire fait la une des journaux. Un ovni s'est écrasé sur une ferme. 2 semaines plus tôt, Kenneth Arnold, un aviateur américain, rapporte avoir vu en vol une formation de 9 objets volants avec une forme étrange. Il n'en fallait pas plus pour que la presse se saisisse de cette histoire et celle de Roswell, pour faire un rapprochement entre les deux, même si les 2 événements ne se sont pas passés à côté du tout. De plus, le silence du gouvernement à ce sujet affola et excita à la fois les ufologues. Mais au final, le silence du gouvernement était prémédité. L'affaire de Roswell tomba un peu dans l'oubli jusqu'en 1993, où un producteur londonien, Ray Santilli, prétend posséder le film d'une autopsie d'un corps extraterrestre qui n'aurait pas survécu au crash de Roswell. Avec une telle preuve, l'affaire de Roswell revient à la une des médias. Et pourtant, 10 ans plus tard, avec quelques millions en poche, Santilli reconnaît que le film était un faux. Eh ben dis donc, c'était à prévoir. Car en réalité, l'OVNI en question était un ballon-sonde ultra secret du projet Mogul, destiné à espionner les expériences nucléaires militaires soviétiques. Et il s'avère que l'un de ces ballons en test s'est crashé près de cette ferme. Voilà pourquoi à l'époque, l'armée s'est bien privée de donner une explication à ce crash, et que le gouvernement resta silencieux sur cette histoire. Surtout que le témoignage de Kenneth Arnold les arrangea bien sur le coup. Il vaut mieux que l'URSS écoute parler d'une histoire de soucoupe volante plutôt qu'un projet militaire en test. Et tout ça fut confirmé quelques années plus tard dans les documents déclassifiés du FBI. Mais bon, ça rentre pas dans les oreilles des ufologues. Surtout qu'après ça, ils vendraient moins de bouquins. Donc pas de complot du gouvernement. Dites-vous également qu'il serait impossible d'organiser un tel complot, car il faudrait que tous les gouvernements de la planète collaborent pour cacher la vérité sur les visiteurs extraterrestres, car il y a des observations un peu partout dans le monde. Bon, c'est sûr qu'il y en a un petit peu plus aux États-Unis. Et donc on a du mal à s'imaginer les États-Unis et la Chine se mettre d'accord sur ce genre de sujet, ou même la Russie avec l'Ukraine. Et toi, ton avis dans tout ça? C'est vrai que je donne pas souvent mon avis. Alors il y a quelque temps, je me suis fait cette réflexion. Imaginez que dans un futur lointain, l'être humain soit capable de voyager où il veut dans l'espace, et qu'après quelques décennies de recherche, on trouve enfin une planète habitée. Et depuis l'orbite de cette planète, au premier coup d'œil, on se rend compte qu'une espèce technologique gère le game, un petit peu comme nous sur Terre. Et après quelques recherches et missions d'espionnage, en secret bien sûr, afin d'éviter de les faire paniquer, on se rend compte que leur peuple est divisé en plusieurs parties, un peu comme les pays sur Terre. Et certains d'entre eux sont moins évolués que d'autres, et surtout que certains ont créé la bombe nucléaire, donc potentiellement hostile, si on débarque chez eux. En gros, leur civilisation nous ressemble quoi. Coup de bol. Et donc les humains à bord de ce vaisseau doivent réfléchir à comment entreprendre le premier contact, et surtout où aller. On n'a pas traversé la galaxie pour se prendre une bombe dans le coin du cornet. Bon, même si au final, vu notre technologie, on les raserait en 2 minutes. Mais bon, on a déjà assez exterminé d'espèces sur notre propre planète, on va pas recommencer sur une autre. Donc d'un côté, vous avez un pays qui semble être le plus avancé sur les autres, que ce soit l'infrastructure ou même l'armement. Et d'un autre côté, vous avez un pays qui semble bien moins évolué technologiquement. Et la question qu'on se pose, c'est qui est-ce qu'on va voir en premier, sachant qu'on n'a aucune info sur eux, hormis de ce qu'on voit depuis l'orbite. Ah bah oui, ça va droit, c'est une espèce qui est complètement parano, et des gros barjots qui sont prêts à dégainer à la moindre occasion. Des vrais Américains quoi. Eh bien je serais prêt à parier qu'on irait voir le pays le moins armé en premier, dans le doute que les mecs soient un petit peu parano et nous balancent une bombe dessus. Eh bien je me dis que ça serait pareil pour des extraterrestres qui viendraient visiter la Terre, si les types ne sont pas trop cons. Alors pourquoi que dans les 90% des témoignages de cas de soucoupe volante se passent aux États-Unis, alors que les Américains ont déjà fait péter une bombe nucléaire dans l'espace? Non mais c'est vrai, sans déconner, pour une première prise de contact, il serait pas mieux d'aller voir le Népal ou la Mozambique, plutôt que le pays qui a le premier armement nucléaire. Et puis comme dirait Alexandre Astier, des extraterrestres qui a réussi à voyager plus vite que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à contourner les lois de la physique, car oui, l'exoplanète la plus proche de nous est à 40 000 milliards de kilomètres au minimum, donc si vous voyagez pas à la vitesse de la lumière, c'est foutu quoi. Et ben les mecs, après avoir surmonté tout ça, arrivent sur Terre, et le mec aux commandes de sa soucoupe volante loupe un créneau. À moins que ça soit une femme aux commandes. Donc oui, je préfère l'histoire du test de ballon-sonde qui foire. Donc pour moi, l'affaire de Roswell, c'est de la daube. Les histoires magiques, c'est bien dans les jeux vidéo, mais dans la vraie vie,
la magie n'existe pas. Et là, normalement, je dois dire une phrase de fin, mais j'en ai pas encore trouvé. Donc, Missa Brevis et Spiritus Maxima. Alors, ça veut rien dire, mais je trouve que ça clôt bien le truc. Ah, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Mais pourquoi tu dis nous alors qu'on est la même personne? Bah, ça fait plus vendeur, quoi. Mais on n'a rien à vendre, hormis peut-être notre sponsor Ciel et Espace.